S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je disais qu'aujourd'hui, j'aurai l'immense honneur d'assurer le dernier cours du chapitre de la physiologie endocrinienne, en tout cas ceux qui me concernent. Mais bon, il y aura ensuite, merci, la spontanéité me touche. Et donc, bon, les cours précédents, les deux derniers qui restent, en l'occurrence ceux qui traiteront de la physiologie des glandes surrénales et ceux qui traiteront de la physiologie des gonades, seront assurés par un ami, Dr Bled. J'espère qu'il se donnera autant de mal et que vous aurez autant de plaisir à assister à ces cours que vous en avez eu à assister au mien, enfin je l'espère. Alors, à la barakatillah. Nous allons voir aujourd'hui la glande, l'une des glandes les plus célèbres. Elle tient sa célébrité du fait qu'elle concerne l'une des maladies les plus répandues à travers le monde, l'une des maladies dites non transmissibles, c'est-à-dire qui ne se transmet pas comme une infection virale ou microbienne, l'une des maladies chroniques qui défraient l'actualité quotidiennement, celle qui engage beaucoup de répercussions sur le plan social, économique, sur le plan sanitaire. Nous verrons ça à la fin du cours, dans l'additif que j'ai décidé de traiter avec vous, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Alors nous allons voir la physiologie du pancréas. Le pancréas est une glande à double vocation, à double fonction. D'une part, une fonction exocrine et une autre endocrine. Donc c'est une glande dite amphicrine. Quand une glande a une double fonction exocrine et endocrine, elle est dite amphicrine. Alors la sécrétion exocrine, ce que vous êtes censé retenir pour votre culture et pour votre pratique, ce n'est pas de détails, des quantités, des électrolytes, etc. Rappelez-vous tout simplement que le pancréas déverse un sucre ou un liquide dans le tube digestif directement dans le duodénum. Quelle est la particularité de ce sucre? Il est très très riche en formation enzymatique et il est très très riche en eau, en électrolytes, mais surtout en bicarbonate. Donc les enzymes pancréatiques, leur vocation, c'est essentiellement la dégradation du produit alimentaire qui arrive au duodénum. Au niveau de l'estomac, les aliments arrivent, ils ont subi grosso modo l'effet de l'amylase salivaire, rien d'autre. Hein. Il y a une migration œsophagienne qui est assez neutre sur le plan de la dégradation. Au niveau de l'estomac, ils subissent la corrosivité de l'acidité gastrique, comme vous le savez. Donc les aliments commencent à se malaxer et deviennent très liquides. Mais les composés, les plus grosses molécules commencent déjà à se dégrader. Mais quand ils arrivent au niveau du duodénum, ça y est, l'étape intestinale, elle est proche. Donc l'étape de l'absorption, elle est très très proche. Cette absorption intestinale, pour se faire, elle doit concerner des molécules très très simples. C'est-à-dire si on prend du glycogène, les intestins ne peuvent pas absorber du glycogène, ils doivent absorber du glucose. Donc il faut une dégradation. Le sucre pancréatique, la sécrétion exocrine, elle est très riche en enzymes. Ces enzymes sont glycolytiques, protéolytiques et lipolytiques. Donc ils vont dégrader de grosses molécules glucidiques, de grosses molécules protidiques, de grosses molécules lipidiques en des composés beaucoup plus simples, donc facilement assimilables pour passer dans le courant circulatoire. Donc, enzymes pancréatiques. D'autre part, il y a les fameux, le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un composé basique. Donc il est fournisseur d'OH-. Pour quelle raison? Donc le contenu gastrique, il est très acide, donc c'est chaud bouillant et très corrosif. Il est déversé au niveau comment dirais-je, au niveau du duodénum. Et là, cette chaleur et cette corrosivité est nuisible. Donc elle se doit d'être tamponnée. C'est comme une dame dans sa cuisine qui retire un gâteau très très chaud avant de le donner à son enfant. Elle doit le refroidir un petit peu. Donc voici pour votre imaginaire et pour votre futur exercice la principale fonction exocrine du pancréas. Bicarbonate et enzymes. Très bien. Alors la fonction, sur le plan de l'anatomie, pour l'anecdote, le cours qui m'a le plus traumatisé, mon enseignant n'est pas très très loin, c'était celui qui a été fait par le docteur Gabriel Tlaï. Alors en anatomie, le premier cours qui m'a traumatisé, c'était le bloc duodéno-pancréatique. On nous a fait un schéma, d'ailleurs jusqu'à présent je n'ai rien compris à ce schéma. C'est d'une complexité telle que c'est là où je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour la médecine. Donc alors il faut toujours simplifier les choses dans le sens. Alors, il y a un duodénum que vous connaissez, il fait suite à l'estomac. Alors, le pancréas, ce n'est que, disons, qu'un organe qui se greffe au niveau du tube digestif. Donc, c'est une dérivation comme ça, qui s'accroche. Alors, on le compare souvent à une roue et à sa jante.
c'est-à-dire la roue, c'est le duodénum. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour faire cet exemple. Alors il y a une roue, et ça c'est son essieu, ou sa jante si vous voulez. Alors le pancréas comprend une tête, une partie rétrécie lisse, une tête pardon, c'est celle-ci. Ça c'est la queue du pancréas. Elle est en contact, disons, elle affleure la rate. Mais bon, ce qui est important à savoir, c'est que le contour du pancréatique exocrine, il est déversé dans un canal, dans un tuyau, qu'on appelle le canal de Wirsung. Très bien. Alors, ce canal de Wirsung, avant de se jeter dans le duodénum, il reçoit la sécrétion biliaire qui provient du foie, qui est situé au-dessus, à travers un canal appelé cholédoque. Très bien. Donc, l'ensemble de la sécrétion biliaire et de la sécrétion pancréatique se rejoignent pour se jeter au niveau du deuxième duodénum, de la deuxième partie du duodénum. Et donc, la finalité, c'est essentiellement la digestion et le tamponnement de l'acidité gastrique. Alors, regardez, pour les dimensions, inutile de les retenir, hein, pour votre examen ni pour votre culture générale, rappelez-vous tout simplement, un organe qui a une longueur de 15 cm, ça m'a toujours fasciné, qui a une longueur qui n'est pas plus de 15 cm, il assurera des fonctions que nous allons voir aujourd'hui, qui sont miraculeuses. C'est au même titre qu'un rein. Un rein, c'est environ 12 cm sur 6 sur 3 d'épaisseur. Alors, vous savez, les machines d'hémodialyse qui tendent à imiter le rein, elles ont cette grosseur à peu près, et il y a 4-5 bonhommes qui tournent autour pour pouvoir la faire marcher et l'entretenir. Donc, voilà. Alors, le pancréas endocrine, contrairement au précédent, c'est la partie la plus minoritaire sur le plan du volume. Mais c'est une partie qui est douée de fonctions innombrables. Alors le pancréas endocrine, il est représenté essentiellement par un groupe cellulaire. C'est-à-dire quand les anatomistes et les anatomopathologistes prenaient un pancréas, le découpaient, ils voyaient qu'il y avait certaines cellules particulières, et au sein de tout cet organe, il y a des groupements de cellules, disons sur cet océan de cellules, il y avait des groupements de cellules qui formaient des îlots, des îles, des petits îles. Elles étaient particulières, ces îlots étaient particuliers. Celui qui les a décrits, c'est le fameux monsieur Langerhans. Donc ces îlots, regardez, ils ne représentent qu'1% de l'ensemble de la glande. Mais, fait paradoxal, c'est 1%, ça ne vous rappelle rien? Les riches à travers le monde, c'est 1%, ils reçoivent pratiquement 55% de la fortune mondiale. Reçoivent 10% de la vascularisation totale de l'organe. Bon, ceci implique quoi? Inutile de retenir le chiffre, mais si un organe aussi petit, sur le plan du volume, reçoit autant de vascularisation, c'est qu'il est très actif. Donc, ceci rime avec activité, activité rime avec particularité, nous allons voir quelles sont ces particularités. Alors, il y a pratiquement 1 million d'îlots, chacun comprend 2500 cellules de différents types. Ça, c'est un point important. Le drainage veineux, c'est-à-dire le sang qui va revenir du pancréas vers le cœur, il se fait par le biais de la fameuse veine porte. Vous savez ce que c'est que la veine porte? La veine porte, ce n'est finalement que l'aboutissement du drainage veineux splanchnique ou digestif. Nous avons une mésentérique inférieure qui rejoint la veine splénique, ça donne le tronc. C'est frais, hein, alors le transplénomésarique dans lequel va s'aboucher la veine mésentérique supérieure et ça donne le tronc porte. Ce tronc porte, il s'abouche vers quoi? Vers le foie. Bon, elle dit c'est bien de connaître ça, ça permet de répondre aux fameuses questions du fameux jeu ou en buzz, mais bon, le plus important c'est de savoir que quel le drainage veineux digestif, il part, c'est-à-dire là où il y a de l'absorption intestinale et tout, là où il y a la production hormonale pancréatique, elle se jette où? Directement vers le foie. Donc le foie est la première cible que rencontrent les hormones qui sont produites par le pancréas. C'est tout simplement ça. Donc peu importe que vous sachiez que c'est le tronc porte, mais sachez du moins que le premier organe visité par les hormones pancréatiques sera le foie. Et c'est lui qui va, disons, subir les premiers effets, et à juste titre, parce que c'est le foie qui va réguler le métabolisme énergétique, c'est une plaque tournante du métabolisme de l'organisme. On continue. Voici la photo de moi quand j'étais jeune. Donc c'est le fameux Paul Langerhans, vous pouvez trouver ça sur internet. Et ça c'est une image sur une coupe histologique d'un îlot, c'est-à-dire si on agrandissait un petit peu plus, on élargissait, on verrait que sur un océan de cellules se trouvent des groupes de cellules agencés en îlots. Très bien. Alors, chaque îlot de Langerhans
Ensuite, on s'est rendu compte qu'il comprenait, quand on étudiait l'îlot seul, on pouvait distinguer différentes catégories de cellules, les cellules alpha, les cellules bêta, les delta et les pt. Mais bon, chaque cellule a une particularité sur le plan structurel. Et qui dit particularité structurelle dit fonction différente. Tout simplement, les cellules bêta produisent de l'insuline, les cellules alpha produisent du glucagon, les cellules delta de la somatostatine, entre autres. Et les PP, c'est le polypeptide pancréatique. Alors, l'insuline, l'hormone star, pour quelle raison elle est star? Tout simplement parce qu'elle implique la fameuse maladie très répandue. S'il n'y avait qu'un seul diabétique si le diabète était une maladie rare, vous ne me verrez pas assurer secours. En médecine, nous étudions deux sortes de maladies, soit parce qu'elles sont très répandues dans la nature, soit qu'elles sont très graves. Et quand c'est les deux, c'est d'autant plus justifié d'étudier. Donc l'insuline, elle implique cette maladie qu'est le diabète. Comme il y a un petit additif que je vous rajouterai, si vous êtes d'accord, pour ceux qui veulent assister, on traitera et on parlera du diabète sucré. Alors cette insuline, c'est quoi? C'est le produit des cellules bêta des îlots de Langerhans. Ce sont des cellules particulières qui ont cette capacité, qui ont ce gène qui produit cette protéine appelée insuline. Alors sur le plan structurel, c'est important de savoir, il y a deux chaînes qui sont reliées par des ponts DSS. C'est pas les nazis, c'est disulfure. Alors, il y a une chaîne A, une chaîne B, on s'en fout s'il y a 21-30 acides aminés, mais sachez que l'agencement de ces acides aminés, cette structure, lui confère une activité particulière que nous allons traiter. Alors cette insuline, ça c'est un petit détail, gardez-le en tête, c'est important en thérapeutique. Alors l'insuline, il y a une molécule d'insuline, elle peut former un dimère en s'accrochant avec une autre insuline. Si on rajoute un petit peu de zinc à la mixture, elle forme des hexamères, donc un groupe de molécules, c'est comme vous voulez, mais cette polymérisation lui confère des propriétés différentes. Alors c'est important à savoir, sachez que en jouant sur la polymérisation des molécules d'insuline, on peut modifier le délai et la durée d'action en thérapeutique. Vous verrez, très souvent, lorsqu'on traite le diabète avec de l'insuline, on a besoin de deux sortes d'insuline, des insulines qui agissent très vite, donc libres, et des insulines qui agissent lentement, le temps de se dissocier, c'est en formant des polymères. Ça, c'est un principe, gardez-le en tête, c'est un principe de pharmacologie. Vous verrez que pour modifier le délai et la durée d'action d'un médicament, on peut jouer sur ce phénomène de polymérisation. Et grâce aux propriétés physico-chimiques de dissociation et d'affinité des molécules les unes envers les autres, on aura une diffusion plus ou moins rapide ou plus ou moins étendue dans le temps. Donc, vous voyez, ce qui m'a un petit peu déçu au cours de mes études, je reviens toujours à moi, je m'excuse, ce qui m'avait un petit peu, mais ça me permet de vous donner qu'un certain conseil quand vous êtes, j'estime que c'est une immense chance de pouvoir discuter avec des étudiants en deuxième année. C'est-à-dire, je vous donne des conseils qui vous permettront, Inch'Allah, d'éviter certaines erreurs. Quand on a fait de la biophysique, c'était le module le plus... Là, chimie organique, c'était pire. Le petit organique, c'était la chimie générale. Chimie générale, c'était... Ah, tout à l'heure, j'en fais toujours des cauchemars. La biophysique, on a fait de la dynamique des fluides, mais je ne savais pas pour quelle raison on la faisait. On a fait de l'optique. Pardon? Pour avoir 10. Non. Alors, non, détrompez-vous. Alors, quand on fait de la dynamique des fluides, vous allez être fasciné lorsque vous ferez de la physiologie hémodynamique, plus tard, lorsque vous ferez de la cardiovasculaire. Vous verrez que nos vaisseaux sont soumis à ces règles. Et là, je pense que c'est une faille de l'enseignement de la médecine. On ne vous donne pas les implications futures. Ça serait toujours bon d'expliquer aux étudiants quelles en sont les implications. Alors cette polymérisation, ça me renvoie un petit peu au cours de chimie organique. Très bien. Alors l'insuline, comme beaucoup d'hormones dans le corps, lorsque le gène la produit, il ne la produit pas directement sous forme d'insuline. Disons d'abord une forme précurseur. Il la produit sous forme d'une substance appelée pré-pro-insuline. Quelle est la particularité? Ça se voit les couleurs, ça va, vous arrivez à les distinguer? Il y a déjà, on peut reconnaître dans la structure de la pré-pro-insuline, qui est le produit initial du gène, d'ailleurs la chaîne B, la chaîne A, mais regardez, tout est lié. Le lien entre la chaîne A et la chaîne B, c'est cette fameuse chaîne appelée C.
Et au fond, disons au terme de cette grosse chaîne, il y a un petit fragment polypeptidique appelé le peptide signal. Le peptide signal, à quoi il sert? Il est présent dans beaucoup de produits de nos gènes. Il sert tout simplement à l'amarrage et au transport cytosolique. Donc, cette forme précurseur ne peut pas agir ainsi. Elle doit subir une série de maturations au cours de son voyage cytosolique. Alors, cette proinsuline, regardez, elle va perdre d'abord le fameux peptide signal. Elle portera le nom de proinsuline. Et ensuite, le produit fini, il faut qu'il y ait disparition ou clivage de cette chaîne C. Regardez ici. Et formation des ponts du sulfure. Donc finalement, à l'intérieur du granule de sécrétion, on aura une molécule d'insuline prête à l'emploi et une chaîne C. Cette chaîne C est appelée le peptide C. Et donc lorsqu'on déverse, lorsque le granule sécrétoire est déversé à l'extérieur, dans le courant circulatoire, on aura exactement la même quantité molaire. C'est-à-dire pour une molécule d'insuline, on a une molécule de peptide C. C'est clair? Alors c'est important, tout simplement parce que le dosage en clinique, le dosage de l'insuline est un petit peu délicat, parce qu'elle est instable, sa durée de vie elle est très courte. C'est-à-dire on prélève d'ici 5 minutes après, il se dégrade, on ne peut rien doser. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir si l'individu produit de l'insuline ou non? Il en produit trop ou un peu, ça peut nous importer en médecine. Au lieu de doser l'insuline, qui se dégrade rapidement, on dose de peptide C. Voilà, donc le dosage du peptide C est le reflet fidèle de la capacité sécrétoire de notre pancréas endocrine. C'est clair? On continue. Alors regardez, voilà, elle circule sous forme monomérique, c'est-à-dire une molécule, c'est tout. Elle ne se polymérise que dans les éprouvettes des laboratoires pharmaceutiques pour obtenir différents profils pharmacocinétiques. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Sa demi-vie, regardez, elle est très courte, donc elle est là, elle agit, 5 minutes après, elle disparaît, parce qu'elle est dégradée par le foie, le rein, mais les tissus cibles, muscles, tissus actifs, foie, etc. Alors, ce tableau, vous n'êtes pas censé l'apprendre. Il énumère, ou là, il reprend les principaux facteurs qui stimulent ou qui inhibent la sécrétion de cette hormone insuline. Alors, sur la gauche, vous avez... Ah, ça n'apparaît pas. L'essentiel, retenez tout simplement, on peut les répartir, les agents stimulants ou inhibants, en deux catégories. Il y a des agents physiologiques qui existent, il y a des agents pharmacologiques que l'homme construit. Ok? Donc, parmi les agents physiologiques, le plus puissant des stimulateurs ou des facteurs stimulant la sécrétion d'insuline, c'est bel et bien le sucre, le glucose. Le voici. Mais pas seulement, les acides aminés également. Il y a deux hormones particulières, vous ne les voyez pas ici, nous allons en discuter tout de suite, le GIP et le GLP-1, et le glucagon également. Le glucagon, si on l'injecte quand il est à l'intérieur du corps, lorsqu'il augmente, il provoque la sécrétion d'insuline. Il y a d'autres agents, que sont les corps cétoniques, le nerf parasympathique, la stimulation bêta-adrénergique. Les facteurs pharmacologiques, c'est-à-dire les médicaments ou les substances chimiques qui peuvent stimuler la sécrétion d'insuline, c'est la théophiline, qu'on utilisait avant pour le traitement de l'asthme. L'AMP cyclique, les sulfonylurées, c'est une catégorie de médicaments qu'on utilise pour le traitement du diabète, parce qu'elles ont la capacité d'augmenter la sécrétion d'insuline, donc de baisser les glycémies. Et enfin, les salicylates, c'est l'acide salicylique, c'est l'aspirine. L'aspirine a la capacité d'augmenter la sécrétion d'insuline. Pourquoi le spécialiste en diabète est obligé de connaître ce genre de choses? D'abord pour bien gagner sa vie. Deuxièmement, parce que je suis censé savoir que l'aspirine exagère la sécrétion d'insuline, parce que si une personne qui vient me voir, elle est en train de faire des hypoglycémies, au lieu de chercher une tumeur qui sécréterait de l'insuline, ce qui est très très rare, je lui poserai la question si elle ne prend pas de l'aspirine tout simplement. Bon, ça c'est un exemple, ne le retenez pas. Alors les facteurs d'inhibition, c'est d'abord le jeûne. Quand on jeûne, on n'a pas besoin d'insuline, parce que l'insuline va baisser davantage le taux de sucre, donc on frôle l'hypoglycémie et la perte de connaissance. L'exercice physique, le fait de se mettre en exercice, la sécrétion d'insuline s'arrête à lèche, parce qu'on a besoin de stocker de l'énergie. Donc s'il y a de l'insuline en même temps que j'agis, le sucre n'arrêtera pas de baisser, je ferai une hypoglycémie. Les autres facteurs, ce sont la somatostatine, c'est un puissant inhibiteur. Rappelez-vous, la somatostatine, elle est produite par l'hypothalamus, mais également par le pancréas. Les facteurs pharmacologiques, là maintenant, il y a diazoxide,
c'est un médicament. Il y a les prostaglandines, c'est des médicaments. Le diphénylidantoïne, on le fait pour l'épilepsie. L'alloxane, la streptozotocine, etc. Inutile de les garder. Alors, le contrôle, les facteurs qui peuvent influencer la sécrétion d'insuline. Regardez, la sécrétion d'insuline, elle est assez particulière. Le but de l'insuline, c'est essentiellement de faire baisser le taux de glycémie, de sucre dans le sang. Alors, le taux de sucre dans le sang, regardez, on peut, sur le plan didactique et pédagogique, différencier au cours de la journée différentes phases. Il y a deux principales phases. Il y a une phase dite de l'alimentation, là où on est en train de s'alimenter juste après, elle est dite postprandiale. C'est une phase dite prandiale. Ok? C'est-à-dire tout ce qui suit la prise alimentaire, c'est une phase dite postprandiale ou prandiale. Il y a une phase dite interprandiale, c'est-à-dire très à distance du repas. Oui, l'individu est pratiquement à jeun, il n'est pas en train de manger. C'est une phase dite interprandiale. Donc il y a deux grandes phases au cours de la journée. Il y a une phase où l'individu s'alimente, et juste après, ça s'appelle la phase postprandiale, et une phase où le sujet est à jeun, par exemple, où il est très à distance du repas. C'est une phase dite interprandiale. Alors regardez, quand on mesure les glycémies d'un individu au cours des 24 heures, c'est tout à fait normal que ça change. Regardez, il y a une certaine glycémie, où le sujet a les phases interprandiales, et là c'est les phases prandiales, ok, qui suivent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et là, donc, normalement, le sujet n'a aucun apport alimentaire, contrairement au côlon en gris. Alors, quand on mesure les glycémies, c'est normal qu'elles s'élèvent un petit peu après le petit déjeuner, elle rediminue, on attend dans le store, elle rediminue, on attend dans le dîner, puis elle rediminue, elle reste stable. Mais regardez, elle reste stable, elle n'atteigne pas le zéro. La glycémie, même en dehors d'un repas, elle reste stable. Et, s'il vous plaît, quelle que soit la quantité d'hydrates de carbone et de glucides que nous consommons, regardez, en physiologie, cela ne s'abaisse jamais, ou n'est que très rarement, moins de 0,70, en théorie, en moyenne, et ça ne s'élève jamais au-delà des 1,30 g. Donc, ce qui est une fourchette très très infime. Qu'est-ce qui assure cette régulation? Quand on a une régulation très très fine, cela implique un système de régulation très très performant. Et c'est là où intervient notre insuline. L'insuline, elle est sécrétée comment? Comme suit. Elle suit les glycémies. C'est-à-dire, on a une insuline de base, on a tout le temps de l'insuline dans le sang, d'une manière stable. Elle dit l'insuline de base, elle régule cette glycémie de base en dehors des repas. J'ai oublié de vous dire, la glycémie en dehors de repas, elle provient d'où? Le sucre qui est dans le sang, même lorsqu'on jeûne 48 heures, il provient du foie. Et le foie produit du sucre, soit en dégradant le glycogène, ses réserves, soit en le synthétisant lui-même. Ça s'appelle la glycogénèse. Parce qu'on a tout le temps besoin de sucre. Donc le foie produit tout le temps du sucre. Et pour contrecarrer cette production hépatique et la maintenir à un bon niveau, il y a une production insulinique. Regardez le trait tetanique, elle est dite de base. Mais au moment des repas, la glycémie s'élève, ce qui est tout à fait normal. Donc, la sécrétion pancréatique produit des pics sécrétoires. Donc, on est là en situation interprandiale, on s'alimente, la glycémie s'élève, puis ça rediminue, puis la glycémie s'abaisse, puis elle se relève au déjeuner, puis elle s'abaisse, puis elle se relève au dîner, elle s'abaisse de nouveau, elle est stable. Ceci est lié à la sécrétion insulinique qui lui est superposée. On a une insuline de base, tout le temps, au moment du repas, déjà à la vue du repas. Dès le moment où on le pose, qu'il affleure nos lèvres, il y a une sécrétion insulinique immédiate qui vise à bloquer et éviter des élévations glycémiques très très importantes. Elle est en physiologie. Donc il y a une insulinémie de base et des pics préprandiaux juste avant le repas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a observé en physiologie? Ça, c'est un phénomène assez intéressant et c'est important pour le futur. Parce qu'il implique une gamme de traitements qui vont venir sur le marché, qui sont déjà en Europe et aux États-Unis.
Alors, on a observé cet effet. On s'est rendu compte que, quand on faisait, bon, les physiologistes, c'est des gens qui s'amusent beaucoup. Alors, ils ont donné du sucre par voie orale à un sujet, ils ont mesuré les insulines, ils ont trouvé le schéma, on trouve ces courbes. Par contre, si jamais on donne du sucre dans le sang directement, c'est-à-dire on court-circuite la phase orale, on s'est vu que la sécrétion insulinique n'était pas aussi bonne. Là, ils se sont intéressés, ils se sont dit, c'est vrai, par voie orale, ça donne un bon pic insulinique, mais par voie veineuse, ça c'est une question d'examen. Le réflexe céphalique? Oui, ça peut intervenir, oui, entre autres, mais non. Ils ont découvert, entre autres, oui, mais ils ont découvert deux substances hormonales, elles sont digestives celles-ci, c'est le GIP et le GLP1. Le GIP et le GLP1, il est sécrété un petit peu par le pancréas, mais essentiellement par les intestins. Déjà, ils agissent en stimulant la sécrétion insulinique lorsque ce glucose arrive par voie digestive. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être une piste thérapeutique pour le diabète. On peut donner le GIP et le GLP1. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire. Alors, ce phénomène qui implique que la réponse insulinique à la glycémie est plus importante lorsqu'on donne le sucre par voie orale que lorsqu'on le donne par voie intraveineuse, ça s'appelle effet incrétine. Gardez ce mot en tête. L'effet incrétine, c'est un phénomène qui a été observé dans l'étude et qui est confirmé en biologie et chez l'être humain, de telle sorte que les substances médicamenteuses pour le diabète qui reproduisent cet effet portent le nom d'incrétine. Alors, comment agit l'insuline? Comment se fait la sécrétion insulinique? C'est bon, c'est clair jusqu'ici. Levez la main à ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui ont compris? Donc les autres ne font pas médecine. Très bien. Alors, comment le glucose stimule la sécrétion insulinique? Alors, c'est des étapes à connaître. Alors, le glucose se fixe au niveau d'un récepteur particulier de la cellule bêta de Langerhans. C'est les récepteurs GLUT2. Ce glucose, pour faire très simple, pénètre dans la cellule, subit une oxydation et produira de l'énergie. Cette production énergétique, qu'est-ce qu'elle va faire? Le fait qu'une cellule est bourrée d'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve, elle ferme les canaux potassiques. Et qui dit fermeture des canaux potassiques ou des canaux sodiques, inutile de garder ça en tête, qui dit fermeture d'un canal ionique dit dépolarisation. S'il vous plaît, un petit peu, il y a un bruit de fond qui me gêne un peu. Je vous prie de garder le silence et le calme. Alors, qui dit dépolarisation? Entrée de calcium intracytosolique et concentration. La concentration va libérer les granules sécrétoires d'insuline préformées. C'est bon? Il faut noter également que le sucre a la possibilité d'aller vers le noyau, c'est-à-dire, bon, d'abord la première fonction, ça permet la sécrétion de l'insuline qui est présente dans les granules sécrétoires, donc déjà formée. C'est l'insuline préformée, c'est celle qui doit agir immédiatement au moment du repas. Il y a une deuxième fonction du sucre, du glucose, il peut aller vers le noyau cellulaire et dire aux gènes de produire davantage d'insuline. Donc, c'est plus lent. C'est pour réguler la glycémie à moyen et à long terme. Vous voyez, vous imaginez la séparation et l'intelligence et la subtilité du mécanisme régulateur. Bon, je passe. Alors, les autres facteurs, c'est toujours bon de les garder en tête. Qu'est-ce qui provoque une sécrétion? Les acides aminés, ce sont ces trois principaux acides aminés, arginine, glycine, leucine, peu importe de les retenir. Il y a ces corps cétoniques. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Les corps cétoniques, disons, c'est des déchets de l'organisme. C'est le fameux uranium appauvri qu'on lance sur les Irakiens, qu'on a lancé sur les Irakiens quand ils lançaient. Quand on produit de l'énergie, il y a toujours des fois des résidus. Les corps cétoniques, ça les rend. Le corps, lorsqu'il manque de sucre, il doit trouver une solution subsidiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui prend du sans-plan pour sa voiture, il ne trouve pas de sans-plan, il se rabat un petit peu sur le super. Mais bon, c'est pas si bon que ça parce que ça a créé des déchets. Le corps, lorsqu'il manque de sucre, il peut brûler des graisses. Ça lui assure une survie, une santé, mais ça produit un déchet, c'est pour les corps cétoniques. Ouais, les corps cétoniques, c'est des cétanes, ça sur le plan chimique. Mais bon, ils ont un potentiel acide. Donc, ça peut déséquilibrer la balance acido-basique du corps,
Et sachez que la petite dérégulation de rien du tout de la balance acido-basique peut avoir des répercussions sur le plan chimique, sur le plan de la santé, qui peuvent être graves. Donc, les corps cétoniques ont la possibilité de stimuler l'insuline. Alors, bon, l'effet incrétine, ça y est, on en a parlé. Et le glucagon également, qui est une hormone qui s'oppose à l'effet de l'insuline, mais qui a la possibilité de la faire sécréter directement en agissant. La somatostatine hypothalamique et pancréatique inhibe l'insuline, l'insulinosécrétion. Alors, le système nerveux autonome, ça j'en passe, le système nerveux central, ils agissent en inhibant, en stimulant, c'est pas nécessaire de retenir ça. Alors, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une hormone de réserve énergétique. Alors, tout simplement, dites-vous une chose, l'insuline, c'est une hormone anabolisante, elle favorise le bien-être. Tout simplement, l'insuline, elle permet l'ouverture des cellules pour que le glucose pénètre dans la cellule cible, pour qu'il puisse être consommé, dégradé et produire de l'énergie. Ok? Alors, l'insuline contrôle l'utilisation du glucose, des lipides et des protéines. Pas seulement que du glucose. Et d'une, l'insuline, pour pouvoir baisser la glycémie, qu'est-ce qu'elle fait? Cette insuline, si on a trop de sucre, on va le stocker au niveau du foie, mais également au niveau du tissu adipeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'insuline va stimuler les étapes qui vont permettre la synthèse de glucogène au niveau hépatique, et elle va bloquer la dégradation de lipides pour qu'ils restent stockés au niveau des graisses. Même sur le plan protidique, c'est une hormone qui favorise l'anabolisme, protidique. Donc c'est une hormone, généralement, d'ailleurs, quand elle vient à manquer chez certains diabétiques, les diabétiques dits de type 1, ceux qui nécessitent de l'insuline, lors de l'installation de la maladie, lorsque l'insuline diminue, on voit qu'ils maigrissent beaucoup. Parce que l'anabolisme n'est pas stimulé par cette insuline manquante. Alors, elle permet le stockage sous forme de glycogène et de graisse. D'ailleurs, quand on les remet sous insuline, ou les patients diabétiques, quand on les met sous insuline, ils prennent du poids. Ils prennent du poids parce que le stockage augmente sous forme de glycogène et de graisse. Alors, elle induit des hypoglycémies, c'est tout à fait normal. Plus elle fera baisser, lorsqu'on donne de l'insuline sur plan injectable, la glycémie diminue. Si on donne trop d'insuline, la glycémie diminue beaucoup. Overdose d'insuline, comment? Alors, au niveau lipidique, bon, je reprends ce que je viens de dire, c'est une l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque la lipolyse, c'est-à-dire le tissu adipeux, il stocke des graisses, et qui dit graisse dit triglycérides. Okay. Les triglycérides, c'est quoi? C'est un alcool, glycérol, avec des acides gras. Avec une succession d'acides gras. Alors, elle dit c'est la forme de stockage. Alors, rappelez-vous une chose, lorsqu'on met de l'insuline, ces triglycérides, le tissu adipeux arrête de dégrader ces triglycérides. Si jamais la dégradation continue, il y aura libération des acides gras qui peuvent favoriser la néoglucogénèse et l'élévation de la glycémie. Donc, ce qui va à contresens de l'effet même de l'insuline. Donc, et pour faire simple, insuline est égal stockage de glucose sous forme de glucogène, stockage de graisse au niveau du tissu adipeux et effet anabolisant sur le plan protéique. Alors, le métabolisme protéique, ça c'est un effet mitogénique. Il y a un autre effet de l'insuline, c'est qu'on a observé qu'elle favorisait la croissance cellulaire. C'est important de retenir ça, ça pourrait être une question d'examen. Alors, l'insuline, quand on voit au microscope ou en laboratoire, on s'est rendu compte que le fait de donner de l'insuline, la multiplication cellulaire était plus importante. Donc, les gens malins se sont posé la question, est-ce que le fait de donner de l'insuline à des gens malades, est-ce qu'en favorisant la multiplication cellulaire, est-ce que ça ne peut pas provoquer des cancers ou les aggraver? Donc vous voyez l'intérêt de certains phénomènes de physiologie et quelles en sont les répercussions sur la pratique. La réponse, la question est toujours posée, mais depuis une cinquantaine d'années de l'utilisation de l'insuline, a priori des données d'observation sur le très long terme sont très très rassurantes. C'est-à-dire, in vitro, c'est vrai que ça favorise la multiplication cellulaire, pas forcément maligne, mais in vivo, sur le long terme, il y a une grosse frontière entre ce que nous observons au laboratoire et ce que nous observons chez l'être humain.
mais sur la cinquantaine d'années d'observation, il n'y a pas eu d'incidence, c'est-à-dire la survenue de cancer n'est pas plus importante chez les gens qui prennent de l'insuline par rapport à ceux qui n'en prennent pas. Alors, ça vous l'apprenez par cœur. Alors, ça le signal. L'insuline, comment il agit sur le plan moléculaire? Ça, je vous ai expliqué en introduction, c'est le fameux principe de la fixation d'une clé donnée, d'un signal, sur un récepteur qui lui est spécifique et dont elle a une affinité. Donc l'insuline, au niveau de la cellule cible, qu'elle soit musculaire, adipeuse, hépatique, elle se fixe sur un récepteur. Et le récepteur, il est transmembranaire, il n'est pas nucléaire. Alors, il a un domaine d'amarrage, c'est ce qu'est la Station Spatiale Internationale, il y a un domaine d'amarrage. Il y a une petite partie transcellulaire qui permet au récepteur de se fixer à cette cellule, parce qu'on est en apesanteur. Il y a une partie intracellulaire, c'est là la machinerie qui va agir avec l'intérieur de la cellule. Donc, l'insuline, en se fixant ici, induit des modifications conformationnelles du domaine intracellulaire. Cette modification de la conformation permet d'acquérir une nouvelle fonction intracellulaire. À quoi représente cette fonction? C'est une fonction enzymatique. C'est une machinerie qui s'enclenche. C'est-à-dire c'est un processus particulier à fonction particulière. Donc à l'intérieur, il y a un chamboulement enzymatique et en fonction du substrat qui est concerné par cette enzyme ou ce processus enzymatique, on aura différents effets. À titre d'exemple, on peut avoir une voie de signalisation où interviennent les produits, rassurez-vous, qui stimulent differentiation, survival, growth, croissance, différenciation et survie. On peut avoir, grâce à certaines voies moléculaires, la stimulation de la production du récepteur GLUT4. C'est quoi le GLUT4? C'est le récepteur qui permet au sucre de pénétrer dans le pancréas pour que celui-ci produise de l'insuline. On peut avoir des phénomènes hyper compliqués et qui ne servent à rien, sauf si vous faites la recherche, à apprendre, qui permettent d'augmenter protéines synthétisées, la synthèse protidique, la synthèse du glycogène, glycogénogénèse, diminution de la lipolyse. Donc, il y a des voies de signalisation de l'insuline. Quand on fait la spécialité, on nous demande d'apprendre ça. J'ai jamais compris LH, parce qu'au lit du malade, j'ai jamais eu un patient à qui j'ai dû expliquer, pour sauver sa vie, il faudrait un GRSP-TP produit par le gène. Sur le plan clinique, ça ne revient à rien. Alors, il y a la cellule bêta ne produit pas que l'insuline, elle produit également cette amyline. C'est une substance hormonale particulière qu'on utilise dans le traitement du diabète. Elle n'est pas disponible en Algérie, mais ce n'est pas une molécule miraculeuse. Il y a cette pancréastatine. Je dois vous faire l'aveu qu'avant d'assurer ce cours et de le préparer, il y a de cela 3 ans, j'ignorais l'existence de celle-ci, donc je vous remercie et je vous remercie. Alors, le glucagon. Le glucagon, disons, c'est l'antidote de l'insuline, c'est l'axe. Si l'insuline diminue le sucre, en provoquant la glycogénogénèse et en inhibant la lipolyse, s'il vous plaît, mais non, il reste un quart d'heure. On touche à la fin, s'il vous plaît, donc gardez le cas. Le glucogène, le glucagon, pardon, fait l'inverse. C'est une substance hormonale produite par, s'il vous plaît, je peux prendre 2-3 minutes que ceux qui veulent, ou les celles qui veulent sortir, sortent. Là, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, le polycopier, je reprends pratiquement ce polycopier qui est un gâchani, et vous risquez de comprendre mieux que ce que je dis. Donc, ça gardez le cas, merci. Alors, le glucagon, il est produit par les cellules alpha. Disons, c'est une hormone différente. Tout est basé sur le principe de l'équilibre. Quand vous trouvez quelque chose dans le corps humain, ou dans le corps des animaux, qui provoque quelque chose, vous trouverez toujours quelque chose qui s'oppose. Donc le glucagon, c'est ça, pour maintenir cette fameuse balance de l'équilibre. Alors, bon, je passe sur le GLP1. Alors les facteurs qui stimulent, donc c'est l'inverse. Si le glucose, l'ingestion d'hydrate de carbone provoque la sécrétion d'insuline, forcément des hypoglycémies, lorsque le sucre s'abaisse trop, il y aura une décharge de glucagon. Et le glucagon, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque la glycémie s'abaisse, les cellules alpha lancent le glucagon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va au foie.
il trouve du glycogène, c'est beaucoup de glucose, il les dégrade. Donc glycogénolyse. Le foie n'en a plus au bout de 48 heures. Et il lui dit, lève-toi, produis-moi du glucose. Néogluco, à partir d'acide aminé et d'acide gras. C'est le principe du glucagon. Donc les facteurs inhibiteurs, forcément, dès le moment où la glycémie dépasse un certain niveau, on n'a plus besoin de glucagon, on n'a plus besoin qu'il stimule la production davantage de glucose. Donc l'hyperglycémie, si on donne de l'eau, du sucre, le glucagon s'inhibe. Le GLP1, encore, les incrétines, elles stimulent la sécrétion d'insuline, par contre ici, elles inhibent la sécrétion de glucagon. La somatostatine, elle inhibe les deux, l'insuline et le glucagon. Et tout ceci est soumis bien évidemment à une fine et étroite régulation centrale, neurologique, qu'elle soit centrale ou périphérique. Alors le glucagon, il a 1 minute de plus de durée de demi-vie. Il est dégradé également au niveau du foie et du rein. Il circule sous forme libre. Alors les actions, c'est bon, on vient de les dire, hein, même sur le plan cellulaire, en face. Alors les incrétines, je pense vous avoir expliqué ce que c'était. C'est tout simplement des substances hormonales produites par les intestins qui ont la propriété de stimuler la sécrétion d'insuline lorsque l'ingestion des glucoses se fait par voie digestive. Ça, aussi par voie veineuse. Ça, c'est clair. Donc, c'est des substances qui peuvent également bloquer la synthèse du glucagon. Donc, encore une fois, ça diminue les glycémies. Et ils ralentissent la vidange gastrique. Et toutes les trois propriétés sont très importantes dans le diabète, dans le traitement du diabète, de telle sorte que ces molécules, depuis 5-6 ans, depuis une dizaine d'années pratiquement, sont synthétisées et commercialisées pour traiter le diabète de type 2. Alors, ça devient des détails, c'est pas si important que ça, je pense. Je ne vais pas trop vous saturer le disque dur avec. Les autres hormones, telles que la somatostatine, le polypeptide pancréatique, on s'en fout. Vous pouvez les lire sur le polycopier. Je vous exactement un quart d'heure. À l'heure, normalement le cours est censé durer 2 heures. Ok? Donc, je vais prendre 2 minutes. Ceux qui veulent sortir, sortent. Ça, ceux qui restent ne perturbent pas. On va parler de diabète sucré. Ça, c'est-à-dire, je vais parler de quelque chose qui est complètement hors sujet. La physiologie, c'est-à-dire c'est un voyage dans le temps que je vous propose, dans le futur. Vous êtes censé faire de la pathologie, mais c'est important. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous êtes d'accord? Ceux qui sont contre, lèvent la main. On est en démocratie. Personne. Ceux qui sont pour, les abstentionnistes, ça, vous êtes en fait. Bon, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, dites-vous une chose, vous êtes 500, hein, il y a au moins une chance sur 500 qu'il y ait quelqu'un qui transmette des informations. Alors, bon, le diabète, la physiologie du pancréas endocrine, c'est clair. Est-ce qu'on prend 2 secondes, vous voulez 2 minutes, vu qu'on est vraiment en avance, est-ce que vous avez des questions? Aucune? Alors le diabète c'est une maladie, j'ai voulu vous la faire, tout simplement pour vous donner un aperçu de ce que vous verrez plus tard. C'est une maladie. Alors, je disais, comment? La lumière 1 sur 500. Hein? Eh oui. Ah, ça chauffe tout. C'est que je vais internet, oui. Alors, je disais. Alors, le diabète c'est important. Bon, d'abord parce que je défends un petit peu ma spécialité, mon gagne-pain. Bon, une petite parenthèse. Rappelez-vous une chose, quand vous ferez votre médecine, je suis endocrinologue. L'endocrinologie est une spécialité, les maladies des hormones. Ça a endocrine. Lorsqu'il y a beaucoup d'hormones, c'est pas bien. Lorsqu'il y a peu, c'est pas bien. Ça se traduit par des signes. Je suis censé les reconnaître, demander des bilans, confirmer qu'il y a maladie et traiter. Très souvent, on nous confond avec la médecine interne. La médecine interne, qui m'a docteur House, dans le sens, la médecine interne, c'est quoi? L'évolution de la pratique hospitalière à travers le temps, comment elle s'est faite. Il y a eu, bon, avant le médecin faisait tout, il réparait les lampes, il faisait de l'astrophysique, il pouvait déboucher un évier, il faisait de la médecine entre autres.
Mais à un moment donné, il faisait de la chirurgie. Donc le médecin faisait tout, chirurgie et médecine. Médecine au sens pas de bistouri. Mais ça devenait tellement compliqué qu'il fallait séparer les deux. Il y avait des médecins d'une part, des vrais. Vous voulez chirurgien? Alors, il y a eu chirurgie et médecine. Mais ça a évolué, il y a eu les hôpitaux. Donc il y a eu des gens qui faisaient de la médecine des hôpitaux et des gens qui faisaient de la médecine libérale, privée. Alors, avant la médecine, quand elle concernait que l'hôpital, c'était de la médecine interne. Donc on faisait des maladies du sang, de l'hémato, de la cardio, de la rhumato, de l'endocrino. Donc un interniste, c'était un médecin qui ne faisait pas de chirurgie, qui restait à l'hôpital. Les spécialités sont devenues très très compliquées. La cardiologie, la neuro, c'est l'univers. L'endocrino, ouais, ça. Donc, il y a eu des spécialités qui se sont devenues autonomes au fur et à mesure. On a gardé cette spécialité qui est la médecine interne, elle est restée. L'endocrinologie n'a rien à voir avec la médecine interne, et même maintenant, la différence. Vous aurez certains sujets, modules d'endocrino, vous aurez certains internistes qui viendront là. Rappelez-vous une chose, la médecine interne et l'endocrino, c'est autre chose. Très bien. Alors, le diabète, tout simplement, un Algérien sur 10, à la des statistiques, aurait un diabète. Connu ou là, méconnu. Qu'il sache qu'il a cette maladie, qu'elle est cachée, parce que souvent elle est asymptomatique. C'est bon. Même sans support, c'est bon. والله ساعتين Dovremmo savoir. Donc c'est une maladie qui est très fréquente dans nos populations, ici, partout dans le monde. Hein. Donc un Algérien sur 10, donc même les médecins touchent la spécialité, diabète ou la endocrino, les patients que vous aurez, c'est-à-dire une chance sur 10, c'est un foyer. Donc vous êtes censé connaître ce que c'est. Alors le diabète, alors on étudie le diabète, tout simplement, je vais vous faire simple. Les artères, c'est quoi finalement? C'est des tuyaux qui distribuent le sang artériel à nos différents organes. Michel, quelle est la particularité de l'artère? L'artère, c'est pas un tuyau inerte, c'est un tuyau vivant. Quand on fait une coupe, la couche interne, elle est dite endothéliale. Et la couche externe, elle est dite sous-endothéliale. Retourne de l'histoire. La couche interne, elle permet la fluidité du sang. Elle lutte contre la formation d'obstacles. Elle empêche le sang de se coaguler. Tout simplement parce que la couche interne de ces artères, elle est fluide, lisse. Par contre, dès le moment où on met à nu la structure sous-endothéliale qui est très riche en collagène, en colle, donc le sang coagule. Bimana, quand il se prend de la couche interne fluide, pour que le sang circule, pour le moment, dès le moment où il y a blessure, coagulation et fermeture. Donc il y a des phénomènes physiologiques. Donc l'endothélium, il a des propriétés antithrombotiques. Thrombose, c'est un caillot de sang, du sang coagulé. Donc l'endothélium, il s'oppose à la thrombogénèse. Le sous-endothélium, par contre, c'est l'inverse. Dès le moment où il est mis à nu, il y a un caillot qui se forme et arrêt de l'hémorragie. Quels organes ont de grosses artères? Le cœur a les fameuses coronaires, sont au nombre de 3, le cerveau a ses fameuses carotides, les membres inférieurs ont les artères des membres inférieurs, fémorales, oblités, pédieuses, etc. Alors, tout le monde le connaît, c'est Léonard de Vinci. Le monsieur, en plus de peindre des tableaux très moches,
il s'intéressait un petit peu à la médecine. Là, c'est vrai, c'est des goûts, on a toujours elle faisait peur. Je suis sûr, mon cher. Alors, oui, il s'intéressait à l'anatomie. Elle de Vinci, moi je il y avait un monsieur qui était riche, très riche, s'il vous plaît. Ils étaient ensemble, en dormant. Le monsieur meurt. Il était riche, il n'avait aucune maladie connue. Il a fait une mort subite. Léonard de Vinci s'est intéressé à lui. Il n'était pas malade, il est mort. Pour quelle raison il a eu une mort si douce? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a disséqué. Qu'est-ce qu'il a observé? Il a établi les artères de ce monsieur qui était en bonne santé apparente. Les artères elles étaient rigides. Et les organes étaient plus ou moins secs, qu'il a le cœur, etc. Certainement, les artères jouent un rôle très important dans la santé. Sans le savoir, il a décrit la maladie du siècle que nous vivons, c'est l'athérosclérose. La rigidité des artères, lorsque ces artères permettent plus au sang d'arriver, ça s'appelle de l'athérosclérose. C'était l'introduction qui vous permet de comprendre les effets du diabète. Quand on prend une artère saine, on la coupe. Alors, quand on a une couche sous-endothéliale qui lutte contre la thrombose, et une couche sous-endothéliale qui permet la thrombose. Il y a avec le tchouf, le sang chef, il fait les éléments figurés, il fait le sucre, les graisses et les protéines. Avec l'âge et le temps, c'est un phénomène naturel. Les graisses contenues dans le sang commencent à se déposer au niveau de cette couche. Il doit y avoir de la couche sous-endothéliale. Ça se glisse. Regardez, comme ça. Il commence, c'est un phénomène physiologique. À partir de 30 ans, on le fait. On a une petite plaque de graisse qui commence à s'organiser. Elle est la plaque d'athérosclérose. C'est de l'athérum. Si ce sujet est prédisposé, s'il est sensible, s'il a des facteurs de risque qui dégradent les artères, cette plaque va grossir. Donc plus elle grossit, moins le sang va passer. Il va passer difficilement. Alors imaginez que c'est... le processus, il n'est pas traité. Chez ça, à un moment donné, la plaque se fracture, mise à nu de la couche sous-endothéliale, formation d'un caillot. Donc le sang se bloque. Alors si le sang se bloque, imaginez que cette artère est au niveau du cœur. Donc la partie qui nourrit cette région du cœur va mourir. Elle est l'infarctus du myocarde. Au niveau du cerveau, c'est cette partie qui va mourir. C'est l'accident vasculaire cérébral. Au niveau des jambes, ça va devenir bleu, puis noir, c'est la gangrène. Donc, la destruction des artères, leur obstruction, fait que nous avons des maladies graves, potentiellement mortelles. Alors, le diabète est une des maladies ou un des facteurs qui conduisent à la dénaturation de nos artères. Il n'y a pas que le diabète. Avant le diabète, le tabac. J'ouvre toujours la parenthèse, dites-vous une chose, messieurs, ceux qui fument auront une vie pourrie. C'est aussi simple que ça, c'est une règle. Fumer, vie pourrie. Mais le mot pied de Rabbi. Dans un état atroce, paralysé, dépendant, impuissance, troubles de respiratoire. C'est vraiment une vie pourrie. Je les vois au stade final. Je les ai trop vus au stade final, les fumeurs, pour vous dire que c'est pas le mot c'est une vie pourrie. Donc tabac, si vous fumez, mais non, même tout, celles qui fument, dites-vous une chose, c'est catastrophique. Vous êtes censé prendre la pilule pour celles qui le veulent. Tabac plus pilule, c'est bombe atomique. Et si elle ne prend pas la pilule, c'est beaucoup trop d'enfants et donc... Bon. Plus 4. Alors, si vous voulez, je vous libère. Hein. Les facteurs de risque qui agressent les artères, comment on les connaît? On les connaît, je rends hommage à un module que nous faisions en première année, c'est la biostatistique. C'était le seul module que nous faisions, donc je l'aime bien. Mais j'ai compris l'importance des statistiques et de la biostatistique. Comment on peut connaître qu'un facteur altère les artères? Le mieux, c'est de voir l'effet physiopathologique, c'est-à-dire une molécule de tabac en train de grignoter une artère au microscope. On n'a jamais vu ça. Michel,
Par exemple, pour le cancer du poumon, on n'a jamais vu une molécule de tabac venir dire à une cellule devient cancéreuse. Elle dit c'est de la physiopathologie. Ça, on sait que statistiquement, si on divisait les amphis en fumeurs et non-fumeurs, ils auront une vie pourrie, ou un petit peu moins. Donc on se dit que le tabac est un facteur de risque. C'est comme ça qu'on distingue. Je les biostatistiques, je vais dire. Si on divise deux populations, c'est le principe. Identique et comparable. Alors, si une population qui a 90 ans, les populations qui ont un indice à 16 ans, non. On fait des populations comparables. Alors, population B est égale population A plus un facteur à étudier. Facteur F à étudier. Que ce soit le tabac, le diabète, l'hypertension, le stress, tout ce que vous voulez. Alors, on observe ces deux populations. Avec le temps, on voit qu'il y a une maladie qui apparaît dans la population B, qui est exposée au facteur F, mais la maladie apparaît également dans la population A. Ça, elle est plus fréquente. La population B par rapport à la population A. Elle est dite statistiquement plus fréquente, et la différence entre les deux, on fait des calculs, elle est statistiquement significative. Et là, on prend cette conclusion, on se dit que le facteur F est un facteur de risque de survenue de la maladie M. C'est aussi simple que ça. Et par rapport aux maladies des artères, on les a identifiés, les facteurs de risque. Il y a d'une part des facteurs dits non modifiables. On ne peut pas modifier son sexe, sauf si on s'adresse à un neurologue la Thaïlande. On ne peut pas modifier son âge, je crois que la chirurgie esthétique et le botox font beaucoup. On ne peut pas modifier son hérédité. On ne choisit pas ses parents, donc on choisit son épouse, avis conseil pour le futur. Par contre, ça, le tabac détruit les artères. La sédentarité, le fait de ne pas bouger, l'obésité, l'hypertension, le trop de cholestérol, c'est-à-dire l'alimentation mauvaise, et le diabète. Le diabète, c'est des facteurs modifiables sur lesquels on peut agir, donc on peut protéger les artères. Alors, le diabète, comme la glycémie, elle varie dans des intervalles très très réduits, grâce à un système de régulation très subtil. À quoi conduit ce diabète? Plus la glycémie s'élève, elle ne fait pas de mal du jour au lendemain. C'est une maladie chronique. Sur le long terme, surtout avec le processus d'athérosclérose, ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Et quand on a le diabète, ça se fait beaucoup plus rapidement. Et ça peut conduire à l'obstruction des grosses artères, coronaire, infarctus, cérébral à accident vasculaire et artériopathie des membres inférieurs. Mais ça peut également conduire à l'atteinte des toutes petites artères, les artérioles. Donc ça les fragilise. Il y aura formation d'anévrisme, c'est-à-dire une paroi qui se dépend, d'hémorragie, d'obstruction au niveau des petites artères. Oui, où les petites artères sont les plus évidentes, c'est au niveau de l'œil. La rétine, elle est très finement vascularisée par de petites artères. Toutes les petites artères sont concernées, mais au niveau de la rétine, c'est les yeux. C'est-à-dire quelqu'un qui a un diabète avec le temps, au bout de 5-10 ans, lorsqu'il n'est pas traité, ça conduit à ce qu'on appelle la rétinopathie, qui peut conduire à la cécité. Les artérioles du rein qui filtrent le sang peuvent être lésées. C'est la fameuse néphropathie, qui peut conduire à l'insuffisance rénale, puis à la dialyse, la neuropathie, c'est autre chose. Les câbles électriques, que sont les nerfs qui véhiculent la sensibilité superficielle et profonde, souvent sont entourés d'une gaine. Elle dit que la gaine, c'est une gaine de couverture isolante. Le diabète avec le temps, et c'est une gaine vascularisée. Il y a les fameux vases nerfs, c'est des petites artères. Si elles sont détruites, la gaine se détruit. Donc il y aura des phénomènes sur le plan neurologique douloureux, des paresthésies, ça s'appelle la neuropathie. Donc, head ou guerre, c'est des complications du diabète. Atteinte des grosses artères, infarctus, AVC et artériopathie, petites artères, rétinopathie, et néphropathie, alors je vous, à l'intérieur de l'œil, les ophtalmos peuvent pratiquer, ils peuvent voir avec une loupe. Laisse-moi un fond de l'œil, un fond d'œil. Il vient, il dit là, tiens, il voit. Beaucoup d'entre nous ont fait ça déjà. Alors il voit à l'intérieur. Normalement, ça c'est la papille, c'est là où véhiculent les nerfs. Alors normalement, on n'a pas de LH. C'est des foyers d'hémorragie, de nécrose qui peuvent se voir chez le diabétique. Un diabétique déséquilibré sur le long terme. Le rein, c'est le rein. Quand ces petites artères s'abîment, il filtrera moins bien. Alors, chauffons.
Quand on fait des statistiques à travers le monde, on les fait régulièrement. Il y a des groupes, des sociétés savantes, etc. Je ne vous donne pas les noms. Disons, l'ONU, elle a estimé, en 2007, il y a actuellement 246 millions, en 2007. En 2025, il y aura 380 millions de diabétiques à travers le monde. Quelques années plus tard, statistiques plus récentes, les mêmes statistiques, chaque fois en 2011, 360 millions. On a atteint en 2011 le chiffre qui était prévisible pour 2025. Donc ils estiment à 500 milliards de diabétiques en 2030. Avec les calculs. Et si rien n'y fait, je suis certain que ça sera pratiquement peut-être le double. Donc c'est dire l'ampleur de cette épidémie mondiale du diabète. En Algérie, on a des statistiques à nous. Mais bon, c'est important de savoir, regardez. On va dire, 360 milliards millions de diabétiques. Alors, la majorité vivent paradoxalement dans des pays comme le nôtre. C'est-à-dire en pleine transition. On était, disons, un pays... Bon, on est un pays qui n'est pas développé. Dans l'ensemble, la société ternane ne vivait pas dans l'opulence. Depuis une vingtaine d'années, d'une manière un petit peu perfide. Donc on est en train de prendre du poids, qui mêle les gens du Golfe. Ils ont un pourcentage extraordinaire de diabète parce que sédentarité et bouffe. Ils grossissent énormément. C'est vraiment catastrophique ce qui se fait. Alors, c'est les pays en voie de développement, pour être gentil, 80% des diabétiques. Alors, 50% ignorent, c'est une maladie asymptomatique. Alors, regardez, 4,6 millions de décès en 2011, on estime ça. Ce qui m'intéresse, regardez le coût du diabète, les dépenses de tous les pays du monde, c'est l'équivalent de 500 milliards de dollars par an. Comme le PIB d'après Malbit, on ne pourra jamais le savoir, le vrai. Alors c'est 50 milliards. Ça, je disais, 50 milliards. Alors regardez, c'est-à-dire, presque 10 fois le PIB d'Algérie. Bon, ça c'est des statistiques sur le plan national. Rappelez-vous, certains 17%, ou 12%, on s'en fout. L'essentiel, 10%. 10% des Algériens ont un diabète. C'est des statistiques inutiles de les retenir. Mais ça, je pense que c'est la dernière diapositive. Non, mais bon. Il y a différents. Bon, je passe celle-ci, mais vous l'avez là. Alors, comment, à partir de quel chiffre, quand on fait une glycémie, on retient le diagnostic du diabète? Regardez les deux chiffres. Regardez les deux. Si quelqu'un fait une glycémie le matin à jeun, après 12 heures de jeûne, il a 1,26 g, ou il faut 1,26 g, et qu'il la refait une deuxième fois, où il a toujours fou 1,26 g, il y a un diabète sucré, il a une glycémie anormale. Ou là, à n'importe quel moment de la journée, il fait une glycémie supérieure à 2. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic du diabète. Il y a d'autres moyens, avec la GPO, on lui donne de l'eau du sucre, c'est un test. Ou là, il y a le test de l'hémoglobine A1C, je ne rentre pas dans les détails. Alors, quels sont les signes qui nous permettent de faire des glycémies? Quelqu'un qui urine trop, qui boit trop, ça vous le savez. Une perte de poids ou une prise anormale. Quelqu'un qui a déjà un infarctus ou un AVC, on se pose la question qu'il y a ou non diabète. Pendant la grossesse, on fait tout le temps des glycémies. On recherche un diabète particulier, ce qu'on le diabète stationnaire. Ou là, un bilan de dépistage vers là, et on contrôle vos trucs. Ou là, quand on a dans la famille beaucoup de diabétiques, on se dit pourquoi ne pas faire une glycémie? Alors ça c'est important. Il y a différents types de diabète, qu'un seul type. Il y a différentes catégories. Rappelez-vous, il y a 4, grosso modo 4. Quel est le type 1? L'insulino-dépendant. Le type 2, avant le non-insulino-dépendant. Il y a ce diabète gestationnel qui est particulier. C'est des glycémies élevées pendant une grossesse, qu'on découvre pendant une grossesse. Oui, s'il vous plaît. Les diabètes spécifiques, c'est beaucoup plus rare. C'est des maladies génétiques qui associent des syndromes particuliers, atteintes d'un gène, un groupe de gènes qui conduisent au diabète. Vous avez des médicaments. Mais bon,
Ce que vous connaissez le plus, c'est le type 1 et le type 2. Quelle est la différence? Le type 1, c'est quoi? C'est beaucoup plus rare que le type 2. Le type 1, ou l'insulino-dépendant, c'est un diabète au cours duquel les îlots de Langerhans, bon, il y a en général, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le foie qui produit de l'insuline, ça part dans le sang. Les étoiles jaunes sont le sucre, alors qui est dans le sang. Alors l'insuline pénètre, elle va vers les cellules cibles, elle se fixe sur ces récepteurs, elle ouvre des canaux et le sucre rentre, donc la glycémie se normalise. Dans le diabète de type 1, chez ça, il y a une lésion au niveau du pancréas, c'est de l'inflammation, c'est une maladie auto-immune, souvent. Et le système immunitaire, les globules blancs, si vous voulez, détruisent les îlots de Langerhans, donc elles produisent moins d'insuline, voire pas du tout. Ça. Donc chez ça, la clé, on perd cette clé. Donc fermeture des canaux, le sucre reste élevé. Et plus le sucre s'élève, plus on aura tendance à l'éliminer dans les urines, donc l'eau suit, c'est ce qui explique que le sujet urine souvent. Le fait qu'il n'y ait plus d'insuline, le sujet maigrit. Vous voyez, amaigrissement, polyuropolydipsie, uriner trop, boire trop. Le fait qu'il n'y ait plus de sucre à l'intérieur de la cellule elle brûlera des graisses, et donc production de corps cétonique. Donc polyuropolydipsie, amaigrissement, acétonurie dans les urines, parce qu'on est dans le sang. Galvani, c'est plus un type 1. Ça survient essentiellement chez les sujets jeunes, hein, moins de 35 ans à 40. Et c'est le début brutal. Alors le type 2, là, c'est autre chose, c'est le plus fréquent, 90%. L'insuline, elle existe, elle est là, elle arrive, mais disons, pour faire simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Elle a du mal à agir au niveau de ses récepteurs. C'est comme si la serrure était défectueuse. La clé, elle est bonne, mais la serrure est défectueuse. Donc c'est une situation dite d'insulino-résistance. C'est-à-dire la cellule cible résiste à l'action de l'insuline. Et pour vaincre cette insulino-résistance, le pancréas produit davantage d'insuline. À un moment donné, le pancréas va s'épuiser avec le temps, il n'arrive plus à produire d'insuline, on va rejoindre le premier schéma. C'est clair? Alors voilà, généralement sur le plan clinique, un patient, on peut se poser la question, c'est un type 1, c'est un type 2. On a des critères, généralement le type 1, c'est un sujet de moins de 40, 35 ans. Le début est brutal, c'est une inflammation qui touche le pancréas, blocage de la sécrétion insulinique, élévation des glycémies, glucosurie dans les urines, beaucoup d'urine, beaucoup de boissons, il amaigrit et il fait de l'acétonurie. Voilà. Et on peut faire le diagnostic en dosant le peptide C. Par contre, le type 2, c'est l'inverse. Sujet plus de 40 ans, souvent obèse, il prend du poids, alerte parce qu'il a beaucoup d'insuline pour vaincre l'insulino-résistance. C'est le plus souvent asymptomatique. Il a des glycémies 2, 3, il le sait même pas, parce qu'il n'y a pas de symptômes, à part le fait d'uriner. Et à partir de la cinquantaine, les hommes urinent souvent à cause de leur prostate, donc ils ne s'inquiètent pas. Alors, très souvent, ils arrivent au stade de complication, c'est-à-dire ils viennent avec son infarctus, ou bien son artériopathie. Pas souvent, Dieu merci, parce qu'on se dépiste de plus en plus tôt. Voilà les principales étapes. Voilà, on a terminé. Donc, s'il vous plaît, du calme, 2 minutes, c'est bon. Je vous remercie infiniment s'il vous plaît, mais ne rangez pas vos affaires, s'il vous plaît. C'est une forme d'indélicatesse, pour ne pas dire autre chose. Donc, ne rangez pas vos affaires. Vous allez être libéré dans 30 secondes. Donc, ça va me gêner. S'il vous plaît. Encore une fois, je tiens à vous remercier d'avoir assisté à mes cours. J'ai été très honoré et très heureux de faire votre connaissance, quoique je ne connais pas vos noms. Justement, les boulous, les bleuets, c'est bon. Merci beaucoup, et Dieu. L'examen, normalement, rassurez-vous, c'est des polycopies qui, pour ma part, sont chargés. L'essentiel, lisez-les, prenez des notes. Je vous garantis que vous répondrez. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aurai à poser des questions. L'année j'ai posé, l'année d'avant également. Ça sera forcément sous forme de QCM, ce qui vous facilite la donne. Vous pouvez copier de temps en temps. L'essentiel. Là, bon, je ne vous invite pas à le faire. J'espère sincèrement que vous avez bien saisi ce que j'ai dit, que vous garderez certaines de ces images à travers votre cursus. Pour ceux et celles qui feront endocrinologie, j'espère que ça les motivera. Ceux qui feront médecine interne, et d'autres, sinon je vous souhaite beaucoup de réussite. La DG comme de M. Mbred, il fera surrénal et gonade. Les surrénales, c'est des hormones, vous verrez, sont particulièrement intéressantes. Les gonades, j'imagine que beaucoup d'entre vous s'intéressent. J'espère qu'il émettra beaucoup
de cœur à vous assurer ce chapitre, parce que c'est assez passionnant. Pour le reste, qu'est-ce que je voulais dire? C'est bon, les questions d'examen. Comme le polycopier théorique, certainement, il va vous en donner. من بعد تهضروا فيها حكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.